Hello everyone. I hope you're having an Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez une bonne journée aujourd'hui. Je m'appelle Karen, je serai votre modératrice aujourd'hui. Je travaille avec le groupe GPSDD. C'est notre dernière journée. Nous allons nous concentrer sur la Namibie aujourd'hui. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, je vous rappelle que nous avons deux parties à nos séances. La première partie, nous entendons parler avec des remarques d'introduction de notre étude et ensuite il y aura une réponse à quelques questions de la part des personnes de Namibie et ensuite les participants lors de la deuxième partie pourront donc poser leurs propres questions et cela sera facilité par mes collègues. Donc nous avons deux langues aujourd'hui. Si vous préférez écouter cette conversation en français, en bas à gauche sur l'écran Kudo, vous pouvez cliquer et sélectionner la langue, anglais ou français. Donc, lorsque nous passerons à la deuxième partie de la séance, eh bien, pour les questions-réponses, nous permettrons aux participants de prendre la parole. En bas sur la droite de l'écran, vous pouvez envoyer une demande de prise de parole. Et à ce moment-là, nous vous permettrons de poser votre question. Vous pouvez faire des commentaires en français et en anglais. N'hésitez pas à prendre la parole en français ou à commenter en français. Donc, sans plus attendre, j'aimerais inviter William à nous donner quelques remarques d'introduction. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Cela dépend d'où vous êtes. Bienvenue donc à ce dernier webinaire de la série. Nous allons travailler avec la Namibie aujourd'hui, qui a une expérience tout à fait intéressante, parce que cela nous montre bien la manière dont nous pouvons utiliser les informations que nous collectons au niveau de l'enregistrement des faits d'état civil. Nous nous sommes concentrés sur ce que nous pouvons faire pour l'état civil, mais maintenant, nous allons voir l'utilité véritablement des données collectées de la part de ces systèmes d'état civil et d'enregistrement. En ce qui concerne la Namibie, nous avons ces aspects qui seront mentionnés. Comme on en avait parlé déjà en mars, si nous voulons avancer, si les pays veulent progresser, il faut qu'il y ait des états civils qui délivrent donc des statistiques vitales et qui délivrent et qui permettent de délivrer des cartes d'identité également. Et les pays doivent avoir également des registres de leur population nationale. Et il y a de bons exemples de ça sur le continent africain. Le Kenya fait de son mieux pour avoir des registres de population nationale. La Zambie bâtit également cela, ainsi que le Nigeria bâtit un registre de population nationale. Donc nous avons des pays qui tentent de bâtir ces registres. Qu'est-ce que c'est qu'un registre de population nationale? Eh bien, nous allons l'apprendre un petit peu plus de la part de la Namibie. Et à la suite de la Covid, ils ont été en mesure de sélectionner des personnes qui pouvaient recevoir le bien-être social, la sécurité sociale, une aide sociale, grâce justement à leur système de statistiques vitales et de registres. Donc, toute la population est enregistrée, c'est mis à jour. Lorsqu'un enfant naît,
il va apparaître sur le registre de population nationale, il va être enrôlé, et les personnes décédant, eh bien, sont notées également sur le registre et n'appartiennent plus à la population nationale. Donc ça permet de sélectionner des informations, de mettre des informations sur chaque habitant. Donc, si vous connaissez bien votre population, vous savez le travail du recensement, vous le connaissez, nous collectons des informations individuelles lors des recensements. Mais ces informations sont mises à jour régulièrement, puisqu'il y a plusieurs phases dans la vie et qu'il est important de savoir qui se trouve dans ces différentes phases. Donc, en Namibie, il y avait 3 objectifs pour l'objectif administratif en Namibie, pour, par exemple, le système de sécurité sociale, d'assistance sociale. Au niveau statistique, lorsque nous avons un bon registre de population nationale dans un pays, eh bien, on peut avoir en temps réel des informations de recensement, de census, des informations complètes sur cette population. Et la troisième utilisation, c'est les droits de l'homme, la question des droits de l'homme qui se pose. Et on peut utiliser ces registres de population pour donner des cartes d'identité, des certificats de naissance et des actes de décès également. Donc, nous devons voir le rapport entre le registre d'état civil dont nous sommes responsables et les registres de population nationale dont nous allons parler. Nous avons des documents juridiques, d'identité juridique que nous pouvons remettre. Nous collectons des données sur les statistiques vitales, sur des événements vitaux. Ça s'arrête là. Mais au niveau des registres de population, eh bien, cela permet d'établir déjà la taille exacte de la population, le type de population pour faire de la planification de services administratifs. Et il y a déjà tous les événements qui sont couverts dans les registres d'état civil, les domiciles également. On sait où sont et où résident les personnes grâce au registre de population nationale. Donc ça, c'est très important pour les données statistiques. Et les personnes sont en lien avec des adresses physiques. Et il est assez important de le souligner ici, ça a prouvé d'être tout à fait utile durant la pandémie de Covid-19 parce que les dossiers individuels et les domiciles, les lieux de résidence nous ont donné beaucoup d'informations, nous ont permis de fournir des services pour savoir qui était infecté, qui l'a été. En Afrique du Sud, vous voyez, ils ont un système avancé, ils ont un logiciel qui permet d'indiquer si on est près de quelqu'un d'infecté, système de traçage, si vous voulez. Et ces registres de population nationale apportent de la valeur à nos systèmes de statistiques vitales d'état civil. Une fois qu'une population peut être enregistrée, eh bien là, on peut mettre à jour facilement les données. Et nous avons un système qui fonctionne et un système d'état civil qui fonctionne. Et ça, c'est absolument essentiel d'arriver à ce niveau opérationnel satisfaisant. Donc, j'encouragerais, durant la phase dans laquelle nous sommes, ce type de registre de population nationale. C'est pour cela que nous avons demandé à la Namibie aujourd'hui de nous parler des avantages pour les citoyens, pour la population de ces registres. Et nous encouragerions les pays à s'engager dans cette direction
Et nous avons une équipe d'experts ici présents à ECA qui sont tout à fait disponibles pour soutenir des pays qui voudraient bâtir des registres de population nationale. Il y a 10 pays en Afrique avec lesquels nous travaillons. Il y a un processus à suivre pour bâtir ces registres de population nationale. Donc, nous serons très heureux d'avoir de vos nouvelles et de savoir comment vous progressez dans le cadre de la mise en place et mise en œuvre de ces registres. Et n'hésitez pas à communiquer avec nous et on peut vous aider au niveau technique. Karen, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, William. Je crois que ça a été d'excellentes remarques d'introduction et ces remarques liminaires comptaient beaucoup et je crois que c'est un bon résumé aussi de la situation actuelle. Donc, nous allons avoir des collègues pour la première partie qui vont nous rejoindre, une introduction tout d'abord, puis ensuite on passera à des réponses aux questions, ensuite on passera à la réponse à vos questions dans la deuxième partie, un dialogue où vous aurez la possibilité d'interagir avec l'intervenante. Donc, si vous voulez poser une question, si vous voulez effectuer un commentaire, le processus est d'utiliser le bouton en bas à droite de l'écran Kudo pour demander de prendre la parole et on vous permettra de ce faire. Donc, sans plus attendre, Touli, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez nous présenter un petit peu la situation en Namibie. Et je sais que vous aviez parlé en décembre, mais pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez résumer un petit peu ce que vous avez dit. Et Touli, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Karen. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, oui, vous hochez de la tête, donc c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Touli Meke. Et je suis directrice responsable du registre de population nationale, de l'identification de la production d'identité en Namibie. Et je suis très heureux d'avoir 5 minutes pour partager avec vous ce qu'a fait la Namibie. Merci William également de ces remarques liminaires tout à fait intéressantes. Je ne me répéterai pas ce que vous avez dit. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, et je ne vais pas parler d'informations générales ici, mais nous savons tous que durant la pandémie que nous vivons actuellement, eh bien, nous avons dû mettre en place beaucoup pour aider notre nation. En Namibie, le premier cas positif, c'était en mars, et il y a eu des premiers cas qui ont été reportés et indiqués, et ça a été très vite après. Le 14 mars, les premiers cas, et dès le 17 mars, le président a déclaré un état d'urgence et on a fait un confinement. En avril, on a élargi le confinement jusqu'au mois de juin. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu la situation. Comme dans d'autres pays, l'impact du confinement a fait perdre des emplois à beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont retournées chez elles, qui n'avaient plus d'emploi, des entreprises qui fermaient, coupure de salaire, donc au niveau économique, une situation difficile et beaucoup de pertes. Alors, quelle était la réponse du gouvernement à l'arrivée de la Covid-19 et quel a été l'impact de la pandémie sur la nation? Donc, au niveau de l'état civil, au départ, it was announced, there had to be state of emergency regulations that were passed. What was key in this faisant partie de ces règlements de situation de crise, nous avons prévu la privacité de toutes les informations. Donc,
les données d'état civil sont secrètes. Et lors de l'enregistrement d'état civil, nous partageons ces informations simplement avec les agents. Dans l'administration des subventions, il y avait une société privée qui a été mise sous contrat pour gérer. Et donc, pour que cette gérance, cette administration se fasse légalement, il a fallu que ce règlement de privacité soit suspendu, mais seulement pour l'objet de l'administration de subventions d'État à cause de COVID-19. Et dans le cadre de l'ensemble du stimulus qui a été donc décidé pour le pays, il y a eu donc des subventions. Je ne vais pas vous décrire toutes les exigences qui étaient liées à cette subvention, mais l'un d'eux était, vous deviez être un citoyen, vous devriez avoir les âges entre 15 ans et 51 ans, et vous deviez posséder une carte d'identité. J'ai peut-être déjà mentionné qu'en Namibie, notre système de registre d'état civil est à la fois la gérance de l'identité nationale et de l'état civil. Donc, les données se trouvent exactement dans le même système. Donc, le meilleur endroit pour vérifier la population, c'est dans ces registres. Nous voulons nous assurer qu'ils sont bel et bien citoyens, qu'ils font partie de la tranche d'âge requise. L'enregistrement des faits d'état civil durant COVID-19 a été décidé comme un service essentiel. Quand COVID-19 est juste apparu, nous avons dû fermer. Tout a dû fermer, seulement les choses très essentielles sont restées en place. Nous voulions nous assurer que les gens étaient en sécurité, surtout sur le lieu d'emploi. Et donc, il y a eu soudain un tel besoin pour carte d'identité. C'était en fait une bénédiction déguisée. Donc, la vérification par rapport au registre d'état civil, registre national, nous avons continué à inscrire, à enregistrer les naissances, les décès, parce qu'ils sont en fait notifiés de manière électronique. Donc, il était possible de poursuivre ces activités. Nous gérons les registres de population, donc voilà, électroniquement. Alors, nous devions confirmer que le candidat était bien vivant et non pas décédé. J'ai un profil, par exemple, sur le registre et il contient le registre de naissance. Quand je me marie, mon mariage est inscrit au même endroit. Et ensuite, lorsque je suis décédée, eh bien, le décès est inscrit également dans le même endroit. C'est un système qui véritablement a été bâti pour être robuste et qui fonctionne parfaitement dans le cadre. Dans le cadre d'une situation de crise, les données passent de l'opérateur mobile à la société qui était donc sous contrat pour gérer le processus et ensuite la vérification commence à partir de là. Quand vous vous enregistrez, vous indiquez votre nom complet, votre numéro d'enregistrement et ensuite la société gérant cela vérifie et
effectue une corroboration, en quelque sorte une vérification des données. Quelques chiffres, j'ai très peu de temps. À la fin du processus de vérification, nous voyons qu'il y a davantage de gens qui se sont portés candidats, par exemple les gens qui avaient perdu, quel est le mot anglais? Les gens qui avaient perdu leur emploi, les gens qui étaient donc au chômage, qui n'avaient pas de revenus. Près d'1 million de demandes ont été reçues et plus de 2 millions d'entrées, en quelque sorte, ont été vérifiées. Certaines demandes étaient simplement des demandes répétées. Et donc, comment est-ce que le système s'est assuré qu'il y avait des contrôles? Il y avait des candidatures qui étaient rejetées. Le numéro d'identité qui appartenait à des gens déjà décédés, qui étaient réutilisés, était donc rejeté. Également ceux qui n'étaient pas dans la tranche d'âge requise. Et il y avait des situations où les données qui étaient indiquées n'existaient même pas dans les registres, donc étaient systématiquement rejetées. Il y avait une collaboration entre le système d'état civil et le secteur privé qui gérait au nom du gouvernement. Et il est important que chaque personne possède une identité légale. Peut-être lorsque nous allons poser les questions, faire les questions-réponses, je donnerai davantage de détails. Et donc, il est très important que les données soient entrées même avant que la mère quitte l'hôpital quand il s'agit d'une naissance. Tout doit se produire très rapidement. Tout s'est bien passé durant le temps où les demandes étaient ouvertes chaque semaine. Il n'était même pas nécessaire d'être propriétaire d'un mobile, de posséder un mobile. Vous pouviez utiliser un système mis à votre disposition. Et donc, non seulement est-ce que nous, en tant qu'agents d'état civil, nous étions au courant donc de l'identité des gens, mais nous avons vu que la valeur de posséder une carte d'identité a grandement augmenté dans le sens où il y avait des services accessibles uniquement suivant la possession d'une carte d'identité. Ça a été donc un grand motivateur durant cette période de crise. Alors, par exemple, si vous avez un prêt en tant qu'étudiant, à ce moment-là, vous êtes non qualifié pour la subvention. Ce système, comme j'aimerais conclure, nous n'avons pas donné accès aux sociétés privées, au registre de la population, au registre d'état civil, registre national. Mais notre système, qui appartient au bureau du Premier ministre, recherchait les informations et ensuite envoyait les informations nécessaires seulement aux sociétés privées qui posaient leurs requêtes. Voici donc l'essentiel de la présentation que j'ai faite au départ. Merci beaucoup, Tuli. C'était une très bonne récapitulation au profit des collègues qui n'étaient pas là en décembre. J'aimerais prendre les questions de l'audience. J'ai 4 questions et je pense qu'on peut les résumer en une seule. Et donc, peut-être je vais passer à la deuxième parce que je pense que
vous avez déjà traité de la vérification de l'identité. Touli, je pense que je vais passer à la deuxième question. Et j'aimerais simplement traiter un petit peu des difficultés auxquelles vous avez fait face, les zones dont vous avez parlé, le processus d'enregistrement en Namibie. Et je pense que les autres pays peuvent vraiment bénéficier de vos suggestions sur la planification. Merci, Karen. Je devrais mentionner que dès le début, aucun d'entre nous, bien sûr, n'avait prévu Covid-19. Et donc, nous avons utilisé le système de la manière dont nous l'utilisions déjà. Mais en fait, au tout début, je pense que tout le monde est entré dans un mode de panique. Et donc, l'une des choses au départ, c'était d'avoir à traiter de l'aspect humain. Certaines des barrières, c'était véritablement le risque sanitaire. Et nous avions besoin de rassurer les gens que tout allait être OK. Mais cette question était beaucoup plus grande que nous. Il y avait des gens qui dépendaient de nous pour obtenir les subventions. Et certaines des difficultés auxquelles nous avons fait face, certaines des barrières, dès le début, c'était pour l'enregistrement des naissances. Notre taux de naissance, d'après 2016, les statistiques, était toujours un petit peu comparable. Donc, par rapport à notre taux de décès, donc certaines des barrières, c'était l'aspect, les membres du public qui avaient besoin d'une identité. Nous avions des gens qui n'avaient pas accès aux subventions parce qu'ils n'avaient pas de carte d'identité. Donc ça, c'était un des problèmes auxquels nous avons fait face. L'enregistrement des naissances est gratuit, donc les gens pouvaient faire cela, mais l'une des plus grandes barrières, c'était effectivement le manque d'enregistrement et donc l'absence possible de carte d'identité. Les registres de naissance commencent à l'hôpital. Nous avons des agents présents dans les hôpitaux qui sont prêts à enregistrer les naissances. Donc, l'hôpital est obligé de notifier, d'aviser des naissances lorsqu'elles se produisent. Et donc ensuite, le registre permet l'inscription en ligne. Et donc, l'identité légale d'une personne est déjà établie à la naissance dans ce cas-là. Notre collaboration avec les services d'état civil devrait déterminer que, par rapport aux services qui gèrent les subventions, nous pouvons traiter de ces choses électroniquement. C'est l'une des choses que nous faisons. Donc, nous avons dû faire cela pour tous les éléments de protection sociale pour nous assurer qu'il y a une crédibilité forte dans le système. Donc, nous poursuivons. Au moment où je vous parle, nous allons sur le terrain avec l'aide de l'UNICEF. Nous avons donc la possibilité de faire une double étude sur l'accès, sur les endroits où l'on peut s'enregistrer. Et donc, nous avons 4 régions où il y a moins d'enregistrements que dans les autres. Et donc, on travaille déjà, dès la semaine prochaine, à développer des politiques
on essaie de voir ce qui est le plus utile au niveau des politiques à développer. J'espère avoir couvert votre question et apporté une réponse. Oui, absolument. J'avais donc une question même à vous poser un petit peu plus tard et vous y avez déjà répondu. Donc, en ce qui concerne le cadre de référence juridique, les leçons que nous avons tirées de ce processus, eh bien, dans le résumé, j'ai indiqué que nous avons dû suspendre une clause d'identification, une loi d'identification. Donc, la loi que nous avons pour l'enregistrement des faits d'état civil date des années 60. Et donc, lorsqu'elle a été rédigée, c'était pour un système manuel. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est de réviser ce texte de loi et d'avoir une loi indépendante. Et nous espérons ainsi que le Parlement, au début de cette année, y travaille. Nous avons réécrit la loi pour prendre en compte le fait que ce que nous faisons actuellement, ce n'est plus un système manuel, c'est un système électronique d'identification, comme on l'a vu. Ce que je devrais mentionner, c'est que le texte datait et ce système de notification, nous n'avons pas eu le temps de changer la loi durant la pandémie, mais c'était pas prohibitif, si vous voulez, ce texte de loi. Donc, mais on a dû travailler d'une manière informatisée avec des ordinateurs. Les systèmes d'aujourd'hui ont des systèmes de notification électronique et donc la loi qu'on réécrit va devoir s'adapter à ces nouvelles technologies. Il y a des clauses dans cette loi pour le respect de la vie privée. On a travaillé sur le partage des informations, sur la protection des données et la protection des systèmes sociaux également. Même un type d'assurance, si vous voulez. Il faut absolument que les personnes puissent vérifier leur identité, notamment lorsqu'il y a un paiement d'assurance sociale, eh bien, il faut pouvoir vérifier l'identité des personnes. Donc, le secteur privé, si tout se passe bien, sera en mesure de faire des vérifications d'identité avant, par exemple, de payer des sommes d'assurance sociale. Donc, une autre question avant de passer à la deuxième partie avec des questions qui arrivent de la part d'autres participants. Je voudrais donc en savoir plus sur le développement et la coopération entre les institutions sanitaires et les autres institutions. Je crois que vous avez déjà mentionné les notifications des décès, les actes de décès. Les taux pour les décès sont parfois plus élevés que pour les naissances. Donc, quelles sont vos stratégies pour renforcer justement le nombre d'enregistrements des décès? Oui, merci beaucoup, Karen. Pour le moment, les statistiques officielles que nous avons pour le rapport de 2016 de l'agence nous indiquent que notre taux d'enregistrement des morts était plus élevé à 93%. 87% pour les naissances, donc c'est un petit peu moins. Donc, je peux vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez lire le rapport. Donc, on a les services dans les hôpitaux et nous pensons que les naissances, il y a véritablement des incitations pour
indiquer les naissances et c'est très important d'avoir les certificats de décès parce que dans les morgues, les chambres mortuaires, vous avez besoin, avant l'inhumation, d'avoir des actes de décès. Donc, on a un recensement actuellement et donc on aura des données plus précises et des chiffres plus précis d'ici peu. Mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans les hôpitaux. Vous avez peu de personnes, je ne sais pas exactement le nombre, mais les personnes qui n'avaient pas d'assurance, par exemple, et d'avantages sociaux, eh bien, si par exemple il y a un décès, la police doit être au courant et informée. Et la morgue de la police joue un rôle également. Donc, nous avons une collaboration forte. Nous avons un projet du ministère de la Santé, IBES, où la police collabore avec nous. Nous avons des protocoles d'accord pour les systèmes d'identification. Les utilisateurs du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur travaillent ensemble au niveau de la sécurité avec la police de Namibie. Il y a une collaboration donc pour travailler à ces différents actes de décès, à l'enregistrement des faits d'état civil. Donc véritablement, ces statistiques vitales ont un comité de direction donc qui travaille, une agence de statistiques, il y a des commissions qui nous réunissent tout cela sous la houlette du Premier ministre et il y a un groupe technique également de travail qui sont chapeautés, tous ces groupes sont chapeautés. On essaye de tout coordonner. Les activités CRVS sont centralisées, sont coordonnées. Ça pourrait marcher encore beaucoup mieux. On essaye de faire en sorte que cela se déroule en collaboration sans heurts, avec beaucoup d'informatisation et de numérisation. Donc la coopération est là. On doit encore plus collaborer pour véritablement avoir l'assurance que le secteur de protection sociale est connecté au système pour que le travail puisse se faire, pour que les vérifications puissent être effectuées. Pour l'enregistrement, nous avons des hôpitaux qui sont organisés. Donc, pour l'enregistrement des décès, il doit y avoir un acte de décès et pour éviter les fraudes. Merci beaucoup. Tuli McKay, c'est tout à fait intéressant. J'aimerais maintenant inviter mon collègue Zoran à prendre la parole pour modérer la deuxième partie de notre conversation avec tous nos participants pour poser plus de questions. Donc, nous aurons sûrement une conversation tout à fait fructueuse. Zoran, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Karen. Merci de cette aimable introduction. Je suis très heureux d'être ici avec vous pour la troisième fois cette semaine. C'est une série de webinaires, les bonnes pratiques et les meilleures pratiques pour les statistiques vitales dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Pour les participants qui étaient avec nous au début de la semaine, une nouvelle fois, j'aimerais vous parler du format de ces débats. Ce n'est pas simplement des questions-réponses et des questions pour notre collègue de Namibie, mais c'est également une plateforme pour d'autres débats entre experts qui participent à ces webinaires. Donc, vous êtes invités à donner des commentaires d'ordre général sur ce qui a été effectué en Namibie, sur ce qui a été fait dans le contexte de votre système national, si vous venez d'un autre pays, ou bien si vous travaillez en tant qu'experts globaux, oui, avec des experts globaux, vous avez donc une expérience mondiale et internationale sur la question et on peut élargir donc notre
thématique durant ce webinaire. Donc, pour modérer un petit peu les débats, j'aimerais vous dire que nous apprécions beaucoup que vous preniez la parole pour qu'on puisse vous entendre. Pour cela, nous avons donc un bouton de couleur bleue en bas à droite de l'écran qui nous dit Request Mic. Donc, requérir le micro, demander le micro, la parole. Cela nous indique que vous voulez prendre la parole. On va, ou si vous voulez poser une question, eh bien, je vais m'assurer de vous permettre de prendre la parole. Et vous pouvez également poser la question par l'intermédiaire du chat, du boîtier de clavardage, et on répondra à ces questions autant que faire se peut. Donc, nous allons pouvoir poser donc plus de questions à notre collègue de Namibie, mais réfléchir également, en général, sur le rôle des CRVS, de ces systèmes de registre de population, d'enregistrement des faits d'état civil, l'interopérabilité entre les plateformes également sera un des thèmes. Et j'aimerais dire que ces services qui ont été fournis durant des circonstances si difficiles, avec si peu de temps à cause de la pandémie, ce webinaire, c'est un exemple de la puissance de ces instruments d'enregistrement des populations et des faits d'état civil et le rôle important que les gouvernements peuvent jouer s'il y a plus d'interopérabilité entre les statistiques d'état civil et les autres services gouvernementaux et entités gouvernementales. Donc, on l'a vu en Namibie, nous avons eu l'exemple en mars, en 15 jours, eh bien, les exécutifs de Namibie se sont réunis et ont vu quels étaient les instruments qu'ils pouvaient utiliser alors que la situation était grave, avec des décès. Ils voulaient limiter évidemment la pandémie. Il y avait un confinement qui a été déclaré et il y a des ressources qui ont été remises à la population avec des bourses, avec des fonds d'aide. Donc, en 2 semaines ou plus, et Tully pourra nous donner plus de détails, on a décidé d'utiliser ces instruments et à partir de là, en 3 mois, des ressources ont été distribuées précisément aux personnes, aux citoyens de Namibie qui en avaient besoin. Donc, ce sont des outils et des instruments très, très puissants, très solides, qui permettent de répondre en cas d'urgence et d'aider les populations. Donc, j'ai pensé que ce serait très utile de souligner une nouvelle fois pourquoi nous parlons de cela et de ces systèmes et pourquoi c'est si important pour l'avenir, surtout dans le contexte de l'état civil en Afrique. Mais c'est vrai également dans toutes les parties du monde. Donc, nous avons quelques questions qui nous arrivent de l'auditoire et n'hésitez pas à prendre la parole, vous pouvez la demander. J'aimerais dire qu'il y a 3 questions. Comment les systèmes d'enregistrement de population est organisé d'une manière institutionnelle en Namibie? Qui sont les ministères qui sont chargés de cela? Un ministère ou plusieurs? Whether there has been an institutional reforms over the period of past couple of years, maybe a decade, which has led to this institutional arrangement for population register. And also maybe third question.
Dans le passé, les services d'enregistrement de l'état civil, tous ces services qui sont maintenant intégrés au registre d'état civil, comment est-ce qu'ils travaillent institutionnellement comment travaillent-ils conjointement? Touli? Je parlais sans micro. Le registre d'état civil national appartient seulement au ministère des Affaires intérieures. Donc, c'est un département d'enregistrement au sein de ce ministère. L'an passé, en 2020, nous avons fait un changement où également ce ministère est responsable des affaires intérieures et de la sécurité. Et donc, disant que la police doit être impliquée. Donc, l'administration des registres même sont faits sous l'égide des affaires intérieures. Le ministère de la Santé est également impliqué, donc le système de notification qui est en place tient compte. Les agents sanitaires ont également accès à ces registres. On appelle ça le NPRS, qui est le système de registre d'état civil, le système national. Dès le départ, la Namibie a eu quelque chose d'établi où le registre national et l'inscription à l'état civil est un seul service. Zoran, à vous, à nouveau. Votre micro est éteint. Oui, excusez-moi. Point de vue plus technique. Quand vous intégrez les banques de données, pouvez-vous partager avec nous quel a été l'ancrage à partir duquel le registre a été bâti, le registre national? Comment est-ce que vous intégrez tous les services et l'interopérabilité qui est introduite en plus de tous ces services? Merci Zoran. Je pense que ce que nous avions auparavant, je vais vous donner un peu de contexte. La première dispensation a été que la population a eu la priorité, bien sûr, pour les données vitales. Et ce que nous appelons l'identification africaine du Sud-Ouest. Donc, la banque de données qui existait était une banque de données pour l'identité. Et donc, nous avons quelque chose déjà en place et tous les autres composants ont été intégrés au système existant. Et donc, les autres éléments de système qui sont intervenus, qui n'étaient pas prioritaires au début, tout cela a été géré à partir du bureau du Premier ministre. Nous avons bâti ce système et cela a été véritablement un phénomène étape par étape. Et plus tard, le système de notification a été également intégré au même système existant. Donc, nous parlons d'interopérabilité.
idéalement, vous souhaiteriez avoir d'autres agents du gouvernement qui puissent s'intégrer, par exemple le ministère aux affaires des anciens combattants, qu'ils puissent avoir accès à ce système. Et nous sommes en train d'y travailler. Le système a été bâti en 1990, mais en 2010, en 2012, les archives de mariage, par exemple, ont été mises à jour. Et donc, les aspects les fonctions du système ont été mises à jour. Idéalement, cette année, nous allons pouvoir le mettre à jour beaucoup mieux. Tous les archives historiques, disons, j'ai une archive qui se trouve dans une région du Nord, eh bien maintenant, nous devrions être à même d'aller voir mon profil, par exemple, et de trouver cette archive. Les autres événements les autres faits d'état civil, y compris le mariage, doivent être donc indiqués. Maintenant, cela devrait être possible sous la nouvelle loi. Merci beaucoup, oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que d'après l'expérience de la Namibie et je crois beaucoup d'autres pays, bâtir un registre national d'état civil, ça ne se produit pas du jour au lendemain. Cela exige beaucoup de planification, une planification très délibérée, très prudente. Néanmoins, selon mon expérience, souvent les gouvernements deviennent découragés en pensant au temps qui va être nécessaire à la transition. Donc l'exemple de la Namibie, dans ce cas-là, est important parce que c'est une preuve très forte de la manière dont un gouvernement peut bénéficier d'un instrument totalement développé et totalement fonctionnel. Et vous avez mentionné 1986, le premier registre national. Et ensuite, il y a eu 8 ans de numérisation, etc., de tous les données pour s'assurer que toutes les données antérieures étaient inscrites numériquement. Évidemment, un système pareil doit être très cher, très coûteux pour le bâtir, également en prévoyant une crise éventuelle pour que le gouvernement puisse réagir très vite. Et donc, les pertes risquées par le gouvernement du pays sont énormes. J'aimerais retourner à la question de l'audience. J'ai une question qui provient de Miss Thiam du Sénégal, qui cherche un conseil actuel. Je crois que beaucoup de fonctionnaires du gouvernement cherchent à établir quelque chose qui marche dans l'avenir. Les systèmes d'identité pourraient être du domaine de différents ministères. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut travailler conjointement, politiquement au niveau du gouvernement et avoir un accord? Comment nous mettons-nous d'accord de bâtir cela au niveau institutionnel? Je sais d'autres participants cherchent à obtenir également des commentaires, des conseils. Comment organiser ces services? Est-ce que vous voyez la possibilité de ces systèmes qui travaillent de manière interactive? Est-ce que vous voyez la valeur d'une intégration de ces systèmes institutionnellement? Merci Zoran.
Annette est aussi sur la plateforme et elle connaît très bien le système namibien. Avant de traiter de la question de l'interactivité, de l'interopérabilité, je veux savoir, vous dire comment cette décision a été prise. Ce dont nous avons besoin en ces temps-ci, c'est une bonne volonté politique. Par exemple, suspendre la privacité, les ordres de privacité dans la loi. Le ministère des Finances qui gère les subventions doit travailler avec notre bureau. Et donc, nous avons tous travaillé ensemble immédiatement. Donc, la bonne volonté politique doit exister dans le cadre d'une pandémie comme celle-ci. Cela doit se produire rapidement. Donc, quand les systèmes sont liés, le bénéfice pour le ministère, c'est la sécurité. Et cela rend les choses plus faciles lorsque nous avons des systèmes qui peuvent se parler les uns aux autres. Je pense que ça a été une difficulté, et même pour le secteur de protection sociale, c'est que tout chacun possède des informations qui sont, entre guillemets, secrètes et privées. Donc, nous avons suivi certaines bonnes pratiques pour que nous voyons comment les banques, le secteur privé, le secteur financier a été même invité à participer. Donc, quelqu'un doit, par exemple, écrire une lettre pour demander des informations, etc. Et nous avons dû rendre les choses plus rapides, plus faciles. Donc, nous faisons une demande d'information, l'information est vérifiée et d'après ce que j'ai pu voir, il est plus facile d'avoir certaines choses mises en place comparé à d'autres. Et donc, le bureau du Premier ministre et le bureau chargé de ICT, il ne s'agit pas d'avoir un seul système, mais d'avoir chaque système gouvernemental qui puisse parler aux autres et communiquer entre eux. Donc, les données opérationnelles, les données opérables devraient être toutes numérisées, c'est important. Merci beaucoup. Je suis certain que cette question d'interopérabilité et des questions liées à cet aspect des opérations du système va être soulevée à nouveau dans la discussion parce que c'est vraiment particulier à la Namibie et la Namibie offre beaucoup de bons exemples dans ce domaine. J'aimerais revenir à ce que nous avons juste commencé un peu il y a un instant. Et c'est la question de savoir, c'est quand avons-nous besoin de coordonner en Namibie la question du registre national et des services de prêt et autres et de la fonction du système. Comme vous l'avez mentionné, le ministère joue un rôle important, et en particulier pour les actes de naissance, de décès, donc la plateforme électronique qui a été mise en place. Une question intéressante de la part d'un collègue qui demande in case a data of not such a good quality comes through from a ministry of from health facilities that are under responsibility of a different ministry, and then. Donc, c'est le type d'information que vous recevez avec ces plateformes et le problème doit donc être réglé. Donc, vous avez eu des expériences, avez-vous vu la possibilité
de trouver des solutions qui pourraient pallier à ces situations. Et comment la coordination a-t-elle été effectuée? Comment s'est-elle déroulée? I believe you. Way that the system Donc la manière dont le système fonctionne, c'est parce que l'hôpital fait la notification et donc utilise les informations des maires qui reçoivent un numéro d'identité et donc ces informations sont mises dans le système. Donc une mère ou un parent reçoit une notification et envoie ces informations et nous sommes en mesure de relier l'enfant à la mère et vice-versa. Donc, c'est un processus d'enregistrement qui utilise des informations qui ont été rajoutées, mais ça, ce n'est pas toujours adéquat. Donc, cette notification peut être rejetée. Il faut que les informations soient validées. Je crois que lorsqu'il y a une collaboration forte entre les registraires et le personnel de l'hôpital, si je fais un enregistrement et qu'il y a un problème, je peux voir qui a fait l'enregistrement, qui est responsable, je prends mon téléphone, j'appelle la personne et véritablement, le but, c'était de capturer les informations clés de qui est la mère. Donc, le reste de l'information, des informations doivent être validées par le ministère de l'Intérieur. Une mère peut donner un mauvais numéro, par exemple. Ça ne va pas être apparié avec ce qu'il y a dans les registres des ministères. Donc, il y a des contrôles, il y a un système de contrôle en place. Et nous avons des formateurs également pour la numérisation qui aident tous les responsables officiels. Et s'il y a une personne qui a un problème de notification, eh bien, ils prennent simplement leur téléphone et ils aident les personnes. Donc, parce qu'il y a des aspects techniques, hein, il faut qu'il y ait un soutien technique. Donc, il y a une évaluation qui a été faite pour identifier les manques, les problèmes et pour y remédier. Donc, l'évaluation a indiqué qu'il y avait des problèmes à certains endroits et nous avons fait le nécessaire pour que ce ne soit plus le cas. On a eu des formations de plusieurs mois, des collaborations accrues. On essaye de travailler en complémentarité entre le ministère de l'Intérieur et donc les services statistiques, d'état civil et toutes les parties prenantes. Oui, c'est très utile tout cela. Il y a plus d'un seul ministère qui est engagé dans ce processus, dans cette collaboration. Et ça, c'est si important. C'est ce que vous faites en Namibie et je crois que c'est un très bon exemple. Vous partagez les responsabilités. Il y a une communication véritablement qui va encore plus loin que les simples critères juridiques. Et donc, il y a quelque chose de très élaboré, en fait, dont vous nous parlez, de collaboration, de mécanismes de collaboration entre ces différents services pour s'assurer qu'il y ait une mise en œuvre en douceur et sans faille et des bons rapports qui s'instaurent entre ces deux ministères. Donc, j'aimerais maintenant, dans cette deuxième partie, on est dans notre deuxième heure, j'aimerais rappeler un petit peu à tous les participants à ce webinaire et séminaire que vous avez la possibilité de rebondir, d'intervenir, de partager vos points de vue et on peut vous donner la parole et vous pouvez poser des questions sans aucun problème. Nous avons la chance d'avoir des experts avec nous au niveau national et international.
Et nous avons plusieurs pays représentés d'Afrique et nous avons des experts internationaux. J'ai la chance d'avoir lu la liste des participants et nous avons donc accès à beaucoup d'informations de la part de Alan Gelb. Alan Gelb est un véritable champion de ces types d'enregistrements d'état civil et de systèmes d'identification et d'identité juridique. Il a travaillé avec des leaders au niveau international et au niveau du développement. Donc à tout moment, Alan Gelb, vous pouvez prendre la parole. N'hésitez surtout pas, vous pouvez faire une demande. Et nous avons des collègues également. Johan Eka est avec nous, des collègues de l'ECA sont avec nous de CA et ils connaissent bien la situation en Afrique au niveau communautaire et économique. Donc sur le continent, ils sont au courant des problématiques d'état civil pour les registraires. Donc peut-être que la Namibie présente une expérience tout à fait impressionnante et notable. Je vois Monsieur Alan Gelb à l'écran maintenant. Donc, Monsieur Gelb, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, allez-y. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Excellent. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation de participer à cette réunion. La Namibie est un exemple excellent. Nous avons regardé dans le monde entier, dans de nombreux pays, la mise en œuvre de programmes de ce type pour aider les citoyens durant la pandémie. Et la Namibie est un exemple remarquable. Et nous voulions absolument l'inclure dans nos travaux et dans notre site web, dans notre réseau, où nous notons les cas les plus remarquables du monde. Et la Namibie est un exemple véritablement tout à fait positif qui a montré ce qui est possible. Alors j'aimerais les remercier de leur travail. Quelques questions et observations sur ce cas de la Namibie. Tout d'abord, le processus de passer des registres civils à des registres de population. Et vous avez mentionné les mariages, par exemple. C'est plus difficile d'être au courant des mariages pour la population. Donc, comment est-ce que vous mettez à jour ces informations sur les mariages, les adresses? Donc, parfois, il est difficile pour les pays d'avoir des informations mises à jour régulièrement. Deuxièmement, l'utilisation des registres de population avec d'autres programmes, d'autres ministères, d'autres agences gouvernementales. Il y a beaucoup de pays qui font cela, qui utilisent donc, la plupart de leurs programmes sont basés sur la carte nationale d'identité, le numéro de carte d'identité nationale. C'est très logique de travailler de cette manière. La Namibie est très avancée en cela. Est-ce que le numéro d'identité nationale, d'identification nationale, est une base pour l'identité pour tous les services gouvernementaux? Telle est ma question. Par exemple, les programmes d'aide sociale. Est-ce que ça pourrait être utilisé pour les contrats d'assurance? Et donc, à ce moment-là, vous avez une interopérabilité très forte dans les systèmes. Et ça peut être un point positif. Et je suis curieux, les données biométriques, quelles sont-elles? Les utilisez-vous? Comment? À quel point vous capturez les données biométriques pour
l'authentification de personnes, l'identification de personnes. Nous voyons des pays maintenant qui utilisent des mécanismes biométriques, hein, pas seulement vérifier les informations sur une carte d'identité. Donc, comment ça avance en Namibie? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gelb, de ces questions. Tulimeke, vous pouvez tout à fait répondre maintenant. Oui, merci. Donc, en ce qui concerne le registre, est-il complet? Donc, sans y réfléchir, les décès ont été priorisés par rapport au mariage. Et cela fonctionne relativement bien au niveau de la notification. Pour les mariages, le processus pour les mariages, c'est soit un magistrat, principalement un pasteur, une église, un chef religieux, une autorité religieuse qui va valider donc le mariage. Et les mariages sont toujours assez manuels. On doit se baser sur l'officiel qui solennellement donc indique que les personnes sont mariées, de nous faire parvenir ces documents. Mais ça, c'est en train de changer parce qu'on est en train de créer un système. Il y a la question des divorces qui se posent à la suite des mariages. Les divorces, ça, c'est les cours de justice qui vont statuer sur les divorces. Et on doit utiliser les registres de la Cour de justice des divorces, hein, pour pouvoir donc avoir les informations sur les mariages. Nous travaillons avec le bureau judiciaire pour s'assurer que ces informations nous proviennent d'une manière électronique. Cela nous donne donc accès à des informations électroniques sur les mariages de cette mariage, parce que le ministère de la Justice également, lorsqu'il y a une action en justice, une demande de divorce par exemple, eh bien là, vous avez accès à tous les documents. Mais c'est difficile d'avoir accès à un processus de divorce, par exemple. Il faudrait que je connaisse le numéro exact de l'action en justice de la demande de divorce. Donc, au niveau des cartes d'identité, elles sont très importantes. Vous l'avez uniquement à 16 ans. À 16 ans, vous pouvez demander une carte d'identité pour ensuite avoir accès aux services bancaires, pour passer des contrats juridiques, pour diverses activités. Vous devez prouver que vous êtes éligible. Et ça compare donc la carte d'identité physique et la personne qui est devant vous. Au niveau biométrique, les données biométriques, pour le moment, c'est simplement les empreintes digitales. Donc, s'il y a un décès, et là, on ne peut pas reconnaître la personne, on ne sait pas qui est cette personne décédée, la police va prendre des empreintes digitales sur le cadavre et donc va vérifier dans la base de données des empreintes digitales pour trouver l'identité de cette personne. Les empreintes digitales sont collectées lorsque l'on demande à 16 ans, par exemple, à partir de 16 ans, une carte d'identité. Donc, il serait important pour les enfants, par exemple, pour les plus jeunes, d'avoir peut-être des cartes d'identité et de prendre des empreintes digitales plus tôt. Donc, on doit moderniser tout cela et on doit faire plus que maintenant. Nous essayons de lancer un projet en ce moment pour avoir un maximum de personnes qui s'identifient et que l'on puisse identifier par la suite. Cela veut dire que nous devons avoir des meilleurs systèmes
automatiser pas seulement des empreintes digitales, mais l'enregistrement également d'informations supplémentaires sur la personne. Donc, on a besoin de carte d'identité pour se marier, évidemment, pour beaucoup de services. Il faut prouver donc que vous êtes bien la personne. An ID for you to do certain things. So it sort of creates the demand for people to get their IDs. And if the ID can be more powerful than it actually is now, we will actually have more people with IDs than without. What was the other question? I think I've covered that. There was also an issue of access. I don't know. I don't think it came now on the floor. I think I saw it in the messages. Access on the population register is on a need-to-know basis. So if I am a registrar, my access is only to the best component of a person, of a person that is recorded in there. I cannot edit other things that are on the system, and the system is built in such a way that for any change that I make, there's an audit trail. So everybody will be able to track and see who actually did what wrong. So even when we anticipate to actually do more with the system, it will still be on a need-to-know basis, with security being key in who actually can access. Donc cela permet donc d'accéder au profil des personnes. Donc j'espère avoir couvert beaucoup de choses. Oui, c'était très complet. Donc, vous étiez en mode silencieux. Donc, merci beaucoup, Monsieur Gerb et Bimouleke. Monsieur Gerb, donc vous avez beaucoup d'expertise de longue date, vous connaissez bien la situation. Peut-être, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre perspective sur l'importance des registres de population et des services de gouvernance? Oui, merci beaucoup. Donc, je crois que lors de cette dernière période et l'année dernière, on a appris beaucoup. Cela nous a ouvert les yeux sur les systèmes qui peuvent être utilisés. Donc, nous nous sommes rendus compte que dans de nombreux pays, on a lancé une expansion des services de protection sociale et de bien-être social et d'aide sociale très rapidement. La Namibie, c'est vraiment le bel exemple. Ils sont à l'avant-garde, ils ont été très rapides. Mais si vous en voyez d'autres pays, ils ont été en mesure véritablement d'aller très vite avec des standards de haut niveau. Donc, cela a été dû au système numérique, à la numérisation des tâches. Vous pouvez voir, par exemple, ce qui a été effectué, les aides qui ont été envoyées dans des pays comme le Pakistan, l'Afrique du Sud, n'a pas été aussi rapide que la Namibie, la Colombie, le Brésil, l'Inde, des systèmes très différents. Et vous pouvez voir peut-être que à la Banque mondiale, nous l'avons noté, c'était très important d'aider les citoyens. Et véritablement, il y a eu des systèmes intégrés de gestion de l'identité, un système de cartes d'identité qui n'ont pas toujours été en rapport avec les statistiques vitales. Par exemple, en Inde, il y a un système d'honneur où tout le monde s'inscrit. C'est séparé, c'est différent, il y a un problème. Comment mettre à jour les données? Donc, ces systèmes fonctionnent, mais ne sont pas toujours mis à jour facilement. Donc,
les processus suivis par les pays sont différents pays par pays, et donc ils suivent des modèles similaires à la Namibie. Donc, vous avez un certain nombre de personnes, un certain nombre d'enregistrements, et donc, il y a une vérification par rapport au registre, une authentification, et là, il est important de s'assurer qu'on utilise le même système pour avoir un lien avec des identifiants communs. Donc, par exemple, est-ce que la personne reçoit déjà une aide sociale? Est-ce que la personne est employée dans le secteur formel? Est-ce qu'ils reçoivent une retraite déjà? Donc, en mettant en lien toutes ces informations, là, on peut limiter les fraudes, on peut s'assurer qu'il y a un bon financement. Et je crois que c'est une leçon très importante pour les pays. Et je crois que après le Covid, après la pandémie, nous allons voir toutes ces technologies, toutes ces approches utilisées. Et il y a des personnes qui parlent de la création d'un registre civil virtuel. Donc, plutôt que de se baser sur des sondages, des recensements, des enquêtes tous les 10 ans, il y a une intégration permanente des données qui rentrent sur l'emploi, les impôts, et ça permet d'aider le gouvernement à lancer, à voir ses programmes sociaux. Et je crois que c'est une période tout à fait notable, et on réfléchit beaucoup à cela. Oui, merci beaucoup, Monsieur Gelb, de ces points tout à fait intéressants. Et je crois que sur la base de mes propres recherches dans le contexte global, la Namibie véritablement en tête de tous ces systèmes. Something that Mr. Gelb, you mentioned, and we are also getting in that context questions from the participants, links to these processes of verification, something that has been part of this distribution of emergency grant in Namibia. Maybe it is worthwhile to mention that although people would apply with an ID, that ID would be verified in the National Population Register, but the process doesn't end there. There are other sets of verification. So, for a person. Donc, pour qu'une personne soit disponible, eh bien, elle ne peut pas être retraitée, elle ne peut pas déjà recevoir des bourses en tant qu'étudiante. Donc, il y a une base de données en Namibie, et donc on a besoin d'un code d'identification, comme vous l'avez mentionné. Et je crois que, mis à part la vérification des identités, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, Mr. Bangdawa, It says, looks like dans le contexte de toutes ces vérifications, de s'assurer que les informations personnelles sont liées. Je sais comment le processus fonctionne. Peut-être, Madame Tulimeke, si vous pouvez nous procurer une explication approfondie sur la manière dont vous recevez les demandes d'identité et comment vous les vérifiez par rapport aux données personnelles. Merci beaucoup. Ma collègue est également dans cette réunion et pourrait nous fournir certains détails au niveau technique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'un numéro d'identité est envoyé. Et ensuite,
nous allons enregistrer tout sur la personne. Vous allez montrer ce numéro, le comparer à toutes les informations qui sont dans le système. Par exemple, si la personne est décédée, cela dira. Ma collègue devrait être à même de donner des informations là-dessus, des renseignements plus approfondis. Si vous pouvez presser sur la demande par rapport à votre micro, si vous voulez intervenir. Mais je sais que chaque identité est liée à un numéro d'identité unique qui est envoyé à la banque de données. Donc, qui nous dirait, par exemple, oui, nous avons une personne qui est vivante à ce jour-là, etc. Et donc, pour corroborer, donc ce même numéro serait placé dans la banque de données et comparé. Si le système dit oui, nous avons ce numéro dans notre système, cela signifie que la personne qui a ce numéro, et nous ne connaissons pas ces informations privées à ce point-là, cela veut dire que cette personne paie ses impôts, donc travaille dans le secteur, et donc n'est pas éligible à recevoir la subvention. Donc, si la personne qui a ce numéro d'identité n'est pas employée, ne paie pas d'impôts, est donc probablement éligible à recevoir une subvention d'urgence. Si l'on demande est-ce que cette personne reçoit une pension et le système dit non, encore une fois, nous savons que la personne est qualifiée pour une subvention d'urgence. Et donc, selon le même principe, on ne demande pas des informations personnelles sur les gens, mais on vérifie seulement le numéro. Est-ce que ce numéro est dans la banque de données, oui ou non? Si le système dit « nous n'avons pas ce numéro dans notre banque de données », eh bien, nous avons une garantie à 100% que cette personne satisfait tous les critères pour recevoir la subvention d'urgence. C'est ainsi que la personne finit par se trouver sur la liste. Et donc, la preuve que cette personne et le numéro d'identité donc sont associés, le système ne demande jamais le nom, le prénom, la date de naissance ou des informations personnelles. C'est ainsi que nous avons introduit ces sauvegardes dans le système. Notre collègue David, oui, Monsieur Gelb, si vous avez des commentaires supplémentaires, je pense que c'est tout à fait juste. Je pense qu'il y a une tendance à faire passer les numéros d'identité sur une base aléatoire. Et donc, par exemple, si vous demandez une information, ça vous donnera une date de naissance, d'autres informations. Bien sûr, dans le temps, c'était naturel. Vous aviez besoin de trouver un moyen d'obtenir les informations physiquement à partir d'un numéro. Mais certains des nouveaux systèmes, comme en Inde, par exemple, utilisent un numéro aléatoire. Donc, le numéro ne divulgue aucune information personnelle, que ce soit l'âge, le genre, le sexe de la personne, etc. Et donc, c'est une tendance que nous voyons de plus en plus. Je pense personnellement que de lier les données de cette façon pour l'obtention d'avantages sociaux, c'est quelque chose qui peut être géré vraiment bien. Le risque, bien entendu, si vous pensez au fait que le système de données en entier est indexé en fonction du même nombre, du même chiffre, eh bien, si jamais il y avait un piratage de données, une entrée dans le système, eh bien, cela serait très grave, bien sûr. Merci beaucoup.
Je suis heureux également que nous avons Monsieur David qui est avec nous, je présume, voudrait partager ses commentaires sur ce sujet particulier. Et donc, nous pouvons avoir, il s'agit véritablement de son domaine d'expertise, de compétences. David, s'il vous plaît, prenez la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez m'entendre. Pouvez-vous m'entendre? Oui, nous vous entendons. Merci Zoran, merci Tulimeke pour avoir partagé la bonne expérience de la Namibie. Je pense que la Namibie a le rôle de nous enseigner à tous. J'aimerais dire la couverture, par exemple, l'enregistrement des actes d'essai est à un très haut pourcentage, donc c'est véritablement un accomplissement. Et donc la couverture au niveau de l'enregistrement des décès a été quelque chose de difficile. Donc, pour la couverture du continent africain, nous avons 5% de taux, c'est une estimation. Donc, la Namibie vraiment fait quelque chose d'excellent là, dans ce domaine. Le système dans certains pays est à 1% ou pratiquement est non existant. Concernant les aspects de confidentialité, la privacité, je pense que de passer d'un chiffre intelligent à un chiffre aléatoire, c'est très valable. Que nous avons quelque chose qui peut identifier les gens très facilement et donc cela crée un risque. Et je pense que ça a été utilisé dans les génocides pour tuer les gens parce qu'ils étaient faciles à identifier. Donc pour protéger la population, il est bon d'adopter ces chiffres aléatoires. Il y a un contexte, bien entendu. Mon autre question, je pense que c'est un travail pour tous. Parlant de la gestion de l'identité, des registres nationaux d'état civil. Nous avons un investissement asymétrique entre l'administration et la gestion de ces systèmes. Alors, concernant l'enregistrement des naissances et des décès, je pense que en tant que les organisations des Nations Unies, etc., les sociétés, les partenariats, quand je parle de ça, je donne l'exemple du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, où nous avons eu des cas de fraude en matière d'identité. Cela peut être corrigé en ayant un enregistrement très fort
nous devons réfléchir à comment promouvoir l'investissement pour l'enregistrement d'état civil en utilisant les opportunités qui nous sont données. Merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci beaucoup pour ce commentaire. Oui, en vérité, je pense qu'il est très important. Ce webinaire aidera à comprendre comment nous devons diriger nos investissements dans l'avenir, parce qu'il y a eu beaucoup de disproportions en termes d'investissement. Il y a un besoin d'investissement plus important au niveau de l'enregistrement des faits d'état civil. En Namibie, toute l'identification, l'identité est un instrument essentiel pour la distribution des subventions. Donc, pour avoir des données précises au niveau de l'identité, vous avez besoin d'un système d'enregistrement de l'état civil qui soit très fort, qui soit constamment mis à jour. Une autre question concernant la protection de la confidentialité des informations personnelles. Quelque chose qui a été mentionné plus tôt, en dehors des informations qui sont absolument obligatoires sur les personnes, il est très important d'avoir une bonne compréhension de la protection de la privacité, que nous puissions avoir accès aux données sans révéler. Lorsque quelqu'un fait une vérification des données, que la personne n'a pas besoin de voir toutes les données privées d'une personne, n'a pas accès. Et donc, nous avons la banque de données avec toutes les informations et à savoir qui a accès. Bien sûr, la banque de données sur les informations concernant les personnes est beaucoup plus grande que la banque de données nous permettant d'avoir accès à une identité. Donc, nous pouvons avoir l'intervérification en quelque sorte des informations d'identité. Nous avons un travail qui s'opère à l'heure actuelle sur la législation qui continue. Quels sont les aspects principaux qui devraient être intégrés à cette loi pour protéger la privacité des informations? Merci Zoran. Je pense que l'une des clés est la question de la protection des informations privées. Tout cela, bien sûr, à cause de la peur que les gens ont de l'accès aux informations privées. Et donc, il s'agit de placer dans différentes catégories les gens, les institutions qui pourraient avoir besoin d'accéder à ces informations. Et à l'heure actuelle, il y a un mouvement qui vise à criminaliser tout accès illégal aux informations et aux registres nationaux d'état civil. Également, outre le fait de criminaliser, il y aura également des accords signés entre le ministère chargé de la gérance des registres et l'institution qui a besoin d'y avoir accès.
qui que ce soit dans le domaine public doit savoir. C'est seulement la profondeur des informations qui peut être partagée entre ces institutions. Par exemple, on veut s'assurer que la visualisation que vous avez est seulement limitée à ce dont vous avez besoin. Et donc, il peut y avoir un accord préexistant disant voici les informations qui sont mises à disponibilité à cette institution. Et nous pouvons supplémenter, bien sûr, ces lois à déterminer les informations qui peuvent être rendues disponibles à titre préventif. Zoran, toujours sans micro. Il est sans micro. Il est sans micro, mais maintenant. Avec les écouteurs, il va pouvoir ajuster cela. Je crois que Zoran a un problème. Nous avons des questions techniques, excusez-nous. Merci pour cette question. Je pense que ce qui est discuté, c'est que les prestataires de services devraient avoir accès seulement à certaines informations qui sont déjà prédécidées en fonction de protocoles d'accord. Concernant l'avenir, quelles sont certaines des discussions en termes d'avoir une intégration étroite avec certains autres registres concernant le succès que vous avez eu pour la mise en œuvre de cette fourniture de subventions d'urgence et comment cela a été fait en Namibie? Je n'ai pas entendu la première partie de votre intervention. Est-ce que la question, c'est comment collaborons-nous avec les autres ministères? Oui. Comment entrevoyez-vous le futur, l'avenir concernant? Est-ce que vous allez utiliser votre expérience pour intégrer votre banque de données, par exemple pour les pensions, pour les anciens combattants, etc., pour déterminer comment vous délivrez les subventions? Oui, merci Annette. Une autre subvention, à ce moment, il est incertain de savoir comment cela va se produire. Y aura-t-il une autre subvention pour essayer de soulager les effets du Covid-19 au niveau national? Dans le cas où cela se produira, nous sommes en fait capables d'effectuer la vérification pour nous assurer que la distribution de la subvention se passe bien. Et voici ce qui s'est passé avec Covid-19 et c'est ce que nous avons été à même de faire. Nous essayons de renforcer notre collaboration, même mieux, et certains des ministères peuvent prendre accès dans une certaine mesure pour être à même d'administrer, de gérer les subventions. Nous avons des accords avec divers ministères qui gèrent différents types de subventions et en termes de ces accords cela détermine ce qui peut être partagé. Et ça, c'est l'aspect technique qui a besoin d'être résolu afin qu'il soit à même
d'effectuer les vérifications eux-mêmes sans avoir besoin de prendre le téléphone ou d'avoir des échanges de courriel. Donc, nous avons confiance que les leçons tirées de cette particulière gestion de la subvention va nous rendre plus intéressés à des partenariats concernant l'administration des subventions. Merci beaucoup. Je crois que Zoran est de retour. Et donc, je vais continuer à inviter les gens à poser des questions. Get Zoran back on. Donc, nous allons bientôt inviter Zoran à reprendre le micro, mais vous avez donc terminé beaucoup de travail sur les décès et les naissances. Que planifiez-vous maintenant au niveau du ministère de la Santé pour utiliser les statistiques de mortalité pour développer des politiques? Donc, où en êtes-vous à ce niveau? Parce que je sais qu'on n'a pas utilisé les meilleures données ayant été collectées. Donc, est-ce que vous vous préparez à utiliser ces données pour les tendances de mortalité, pour avoir une idée meilleure des tendances de mortalité? Oui, merci Annette de votre question. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu par le ministère de la Santé et par les services sociaux, mais pour information, nous pensons donc que nous allons utiliser donc le ministère de la Santé et on ne sait pas exactement ce qu'ils ont prévu. Je ne suis pas au courant de cela, mais évidemment, c'est quelque chose qui a été débattu. Donc, nous avons des ressources à notre disposition et nous allons voir comment nous allons les employer. Zoran, je vous redonne la parole. Oui, désolé pour ces problèmes techniques. Maintenant, mon micro fonctionne. Je suis content d'être de retour avec vous et j'ai une seule question que j'aimerais poser. Et donc, c'est la dernière possibilité pour les participants de prendre la parole, de rebondir sur un commentaire. Donc, vous pouvez toujours effectuer une demande de prise de parole, mais nous sommes pas loin de la fin. Donc, j'aimerais poser la dernière question de ma part. Comment voyez-vous l'avenir et le partage des données entre toutes les parties prenantes dans un environnement contrôlé, avec une protection des données, avec une privacité forte? Donc, une expérience mondiale nous montre qu'il y a différents cas et que les parties prenantes qui ont un accès direct aux données en profitent beaucoup et c'est quelque chose de positif. Et donc, je crois qu'il y a des plans en Namibie, des projets pour utiliser X-Road. C'est un système informatique. Et peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu si vous avez avancé au niveau de la mise en œuvre de ces systèmes X-Road, donc un système informatisé. Je vous redonne la parole. Oui, on ne vous entend pas. Il y a peut-être un problème de micro encore. On n'entend pas. On ne vous entend pas. Donc, je vois que M. Gelb est là également. À l'écran, je le vois. Peut-être qu'il peut répondre à cela, tandis que nous sommes proches de la fin de cette séance. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Zoran. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis à l'écran, mais je peux répondre. Je crois que nous avons vu plusieurs exemples de l'utilisation de ce lien avec les
identités. Encourager donc l'inclusion financière pour que les personnes puissent ouvrir des comptes en banque. Et dans quelques pays, on a utilisé cette situation de manière favorable pour relaxer ou modifier les conditions d'obtention d'ouverture d'un compte en banque en utilisant EKYC, donc un échange de données électroniques de données. Ce qui est intéressant, c'est que les informations que vous collectez de la personne à partir d'un téléphone portable, par exemple, les informations viennent directement du registre et ça va directement sur le compte en banque ou portefeuille bancaire de l'établissement financier. Donc ça permet de limiter les coûts. Pour gérer des petits comptes, cela coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile. En Namibie, vous avez distribué avec des bons électroniques. On n'a pas accru le nombre de comptes en banque dans le pays, mais c'est intéressant de réfléchir à l'avenir. C'est d'utiliser les systèmes pour limiter les frais de gestion, notamment des comptes en banque, et pour avoir un accès renforcé aux services financiers d'un maximum de la population. Merci beaucoup. C'est tout à fait utile et intéressant. Quelques observations finales pour cette discussion. Je ne vois pas sur le système, Monsieur Mouleke, je crois, des problèmes de micro également. J'ai eu ce problème également de micro. Ah, peut-être qu'on peut vous entendre maintenant. Oui, j'appuyais sur le bouton et puis ça ne marchait pas. Donc, X-Road, on l'a utilisé, oui, et c'est un logiciel pour l'administration des subventions d'urgence. Et je crois qu'on peut faire encore plus et encore mieux. Et nous avons documenté tout cela. Mais véritablement, nos techniciens et informaticiens travaillent à cela avec les services du Premier ministre et il y a des accords de collaboration qui ont déjà été signés. X-Road, c'est véritablement une plateforme qui va nous permettre la vérification accrue et meilleure des données. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tunimeke. Vous nous avez apporté des points de vue extrêmement intéressants. Nous avons beaucoup appris de la Namibie. Ce webinaire également nous permet d'en savoir plus sur les 10 dernières années en Namibie et vos progrès notables, d'excellentes pratiques que nous voyons pour la gestion de l'identité. Le centre d'excellence est absolument satisfait de cela et l'expérience de la Namibie, c'est véritablement une distribution d'aide en urgence et tous ces documents fournissent véritablement beaucoup de données tout à fait intéressantes sur le système. Donc, nous avons un excellent forum virtuel. Nous approchons la fin de ce webinaire. Donc, une nouvelle fois, j'aimerais remercier tous les participants. Merci, Madame Tunimeke. Et vraiment, j'ai été très heureux de faire partie de ce débat et j'espère avoir contribué un petit peu au partage d'idées. Et je vais donner la parole pour les remarques conclusives à Annette. Merci beaucoup, Zoran. Une nouvelle fois, merci Toulé d'avoir travaillé avec nous, d'avoir dialogué avec nous. C'est tout à fait intéressant. Nous avons beaucoup appris sur le système de Namibie et vous avez très bien réussi. Vous êtes vraiment
à l'avant-garde de la mise en œuvre de ces systèmes d'aide d'urgence durant la pandémie, au début du confinement. J'aimerais vous féliciter pour cela et je crois que nous avons noté que les registres de population nationale et les statistiques vitales, c'est la pierre angulaire pour la distribution de ces aides, non seulement en cas d'urgence comme on l'a vu, mais également en général. Je vois que vous travaillez à l'intégration de ce système. Vous allez être de plus en plus efficace. Je crois que on a beaucoup parlé de privacité aujourd'hui et de respect de la vie privée. C'est très important pour les citoyens. Le partage des données doit être bien géré et il y a des mesures de sauvegarde et de protection qui sont absolument nécessaires pour tous les citoyens. Donc, je crois que beaucoup a été dit aujourd'hui. Holly a posté beaucoup d'articles qui ont déjà été publiés sur la question ces derniers mois, sur le système namibien. Donc, je crois qu'il y a un article hier qui est paru, donc sur les subventions d'urgence et sur le système de notification pour s'assurer de l'enregistrement des naissances et des décès, même durant cela. Donc, merci beaucoup à tous les participants. Merci à toutes les personnes ayant posé des questions. Il y a un formulaire, un questionnaire dans le boîtier de clavardage, dans le chat. Merci de remplir le sondage sur le webinaire. Nous sommes très intéressés à savoir ce qui vous a passionné dans ce format et comment vous l'avez apprécié. Donc, merci à Holly, à tout le monde, à Hossia, William, à toutes les personnes qui ont participé à cette série de webinaires. On se retrouvera prochainement. Merci beaucoup et au revoir. Merci, au revoir.